Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents, ici dans la salle ou, en ligne. On reçoit donc aujourd'hui, Myriam Larivy. Bonjour Bonjour, merci de me et recevoir. je vous en prie vous êtes donc, journaliste indépendante. Vous avez travaillé pour de nombreux médias, notamment Orient 21 et Le Monde diplomatique, mais dans d'autres. Vous avez travaillé sur des sujets, eux aussi assez nombreux. Vous êtes intéressé notamment à l'Amérique latine de gauche, à Julian Assange pour dénoncer les persécutions politiques dont il était l'objet. Vous avez travaillé sur les États-Unis pour dénoncer notamment leurs ingérences partout dans le monde. C'est un livre qui se présente comme, vous le dites également, comme un journal de guerre, Un journal de bord, un pas de journal guerre de guerre, vraiment, j'étais pas là-bas, d'observation, jour par jour, c'est au ça, quotidien. au quotidien. Et qui reprend en partie, l'ensemble des tweets. Alors, c'est pas sous la forme de tweets évidemment, mais c'est ça qui a guidé un peu votre démarche. C'est que vous avez commencé par, comment dire? Commenter l'actualité et vous vous êtes rendu compte de l'étendue de votre production et que les informations, possiblement étaient perdues dans la masse de ce qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux et vous avez fait donc ce choix de reprendre l'ensemble de ces informations pour en faire un livre. Alors non pas jour par jour, mais mois par mois, Oui, comme vous dites dans votre livre, pour éviter la quantité ouais, d'informations qui, en fait, dans le détail, empêche de saisir les grandes dynamiques qui voilà, donc plutôt mois par mois, de octobre 2023 à octobre 2024, où, vous revenez sur chacune de ces séquences, sur les grands moments, les grands événements en fait qui ont rythmé et qui ces semaines, de cette première année, de cette guerre à Gaza. C'est un livre, donc là, vous l'avez compris, c'est un livre écrit à chaud. Il y en a pas énormément évidemment, vu que c'est écrit à chaud et que c'est un peu, dur, tout simplement, d'écrire sans avoir de recul, sur des dynamiques qui sont en cours. Alors, il y en a qui ont été écrits dans des formats très différents, mais pour les livres qui ont été écrits un peu, à chaud, comme je dis, il y a le livre de Grèche, La Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, de mémoire. Il y a, celui de Fassin, Une étrange défaite, Didier Fassin, celui d'Agnès Levallois, Le livre noir de Gaza. Bon, vous avez un certain nombre de livres qui commencent un peu à dessiner, je crois, une historiographie, toujours à chaud, donc c'est un peu il y a des choses qu'on peut enfin, qui sont contraintes par l'immédiateté des événements, je crois, mais l'avantage, c'est aussi et c'est, à mon avis, enfin, l'intérêt majeur de votre livre, c'est d'éviter d'oublier la succession heu, d'événements qui ça va tellement vite qu'on en oublie, la gravité, l'étendue, et là, ce livre, à mon avis, a cet avantage, majeur, c'est de figer les choses qui elles-mêmes sont en fait, bien souvent oubliées dans l'immédiateté et la quantité des informations qui circulent. Donc, toutes ces micros inflexions verbales, politiques, qu'on oublie assez rapidement, qui nous choquent, au quotidien, bah, là, elles sont figées dans ce livre et ça nous permet, bah, de pas les oublier. Vous le dites aussi, c'est un je sais plus à quel moment vous dites ça, que vous avez, hem, vous faites œuvre d'archive, en fait, oui, oui, vous consigner ce qui s'est passé. exactement, consigner ce qui s'est passé, à défaut de peut-être avoir un impact sur ou de pouvoir arrêter ce qui se passe ou, d'être entendu, de pouvoir être entendu, au moins, les choses sont consignées et là aussi, de ce point de vue-là, je pense que, c'est un livre important parce qu'il y a énormément d'informations, du coup. Heu, bon, on les a pas oubliées, je crois, mais, en tout cas, pour ceux qui les ont pas vues passer parce qu'ils regardent pas au quotidien ce qui se passe et bah, vous en trouverez, l'essentiel, dans ce livre. Il y a un autre élément, je crois, important, dans ce livre, c'est que vous vous êtes rendu c'est ce rapport à la presse. C'est-à-dire que dit, cette guerre et qu'est-ce qu'elle nous dit de la manière dont, en France en particulier, en Europe et en France en particulier,
cette guerre a été et est couverte. Et vous avez eu l'occasion de vous rendre à plusieurs reprises au point presse de l'Élysée et du Quai d'Orsay, et vous en avez on y reviendra, sûrement et vous avez donc, eu l'occasion d'observer, cette, production médiatique, en temps réel et on en reparlera sûrement parce que je crois que c'est un autre point important de votre livre, Mmh. c'est de voir comment cette, information est produite et qu'est-ce qu'elle dit de nos schémas de pensée européens et français et c'est là et je vais m'arrêter sur cette longue présentation pour vous donner la parole. Hem, oui, vous dites, voilà, c'est ce que j'ai, comme des pièces à conviction. Bon, vous dites dans votre introduction, je vais le reprendre, sinon je prendrai le livre. Bon, j'ai pas la citation en entier, mais vous dites et c'est votre histoire personnelle qui pour beaucoup, vous dites, vous a amené à cette analyse de la guerre, que c'est un récit résolument anticolonialiste, un point de vue désoccidentalisé, si je et bon, je crois que c'est ma première question peut-être, l qu'est-ce qui vous amène à écrire ce livre? Et heu, de quel point de vue, vous enfin, quelle est votre place, par rapport à l'écriture de ce livre? Ouais, Qui permet, de comprendre votre démarche, votre analyse. OK. Bah, mais déjà merci à tous d'être là. Merci à vous d'être, là pour, animer cette rencontre. Le point de vue je vais commencer par la fin de votre présentation. Le point de vue désoccidentalisé, je voudrais dire tout de suite qu'il ne s'agit pas de s'extraire de la communauté occidentale dans laquelle je vis, depuis, maintenant un peu 30 ans. Donc, c'est vraiment je parle de point de vue désoccidentalisé au sens de l'Occident comme notion, géopolitique, par opposition, disons, au Sud global. C'est vraiment ça et c'est pas les occidentaux en tant que peuple que je d dont je m'extrais, mais du point de vue, occidental dominant, impérialiste, colonialiste, voilà, incarné par les puissances occidentales. C'est de ça dont je parle et pour revenir, sur ce que vous disiez sur, comment est née l'idée de ce livre, c'est il est né de ce que j'ai eu à faire pour mon travail, durant, cette année, qui a commencé donc pour nous tous le 7 octobre 2023 où, la Palestine est revenue au centre de l'actualité, malheureusement et à ce moment-là, moi, je suis donc, avant, je travaillais pour, RT France et j'ai été licenciée quand la guerre, en Ukraine, a eu lieu et donc je suis devenue indépendante et c'est très bien et je suis très contente. Donc j'écris des articles comme l'a dit Monsieur Caldi pour Le Monde diplomatique, pour, Orient 21, pour Marianne, pour d'autres, Marianne, c'est fini maintenant. Mais mais pour d'autres médias et je me retrouve un peu pas désœuvrée, mais c'est-à-dire, en difficulté parce que je veux absolument transmettre les informations que je vois tout le temps sur les réseaux sociaux, sur les médias arabophones, anglophones, et que je ne vois pas sur les médias francophones. Et donc je suis, désespérée parce que je vois, comme nous tous, la situation à Gaza, enfin, il était annoncé que ça allait être un génocide dès le 9 octobre. Je dis ça d'ailleurs sur, Twitter, dès le 9 octobre en disant: «On va au-devant d'un génocide». C'est clair, c'était annoncé par Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, quand il annonce le siège de Gaza et je connais les Israéliens pour suivre ce qui se passe, en Palestine depuis toujours et je sais que quand il dit ça, il plaisante pas et donc je suis enfin, je ne sais pas quoi faire pour me rendre utile pour informer et ma seule plateforme devient X, donc anciennement Twitter et j'écris et donc je poste tous les jours des informations qui me viennent, des médias et cetera et heu et enfin, le compte, a de plus en plus d'abonnés. Les gens s'intéressent à ce que je raconte parce que je donne des informations directes du terrain, de Gaza, des médias arabophones, un autre point de vue, en fait. Et ensuite, au mois de décembre, après un événement qui m'a vraiment fortement choquée, à Gaza, bon, tous les jours, on est fortement choqués, mais celui-là, je ne sais pas, il y a eu chacun dans cette histoire, un événement qui l'a peut-être un peu plus, marqué ou qui va provoquer un basculement et je décide
je me rends compte, en fait, je prends conscience que je peux me rendre avec ma carte de presse à l'Élysée et au Quai d'Orsay et je me dis: «Bon, bah, les journalistes ne font pas le travail de poser des questions et de questionner et d'interpeller notre gouvernement comme ça devrait être le cas selon ma vision du métier, vu la gravité de la situation, donc je vais le faire. Je vais y aller moi». Et donc je me renseigne, je comprends vite qu'en fait je peux y aller et je décide chaque semaine d'aller à l'Élysée le mercredi et le jeudi au Quai d'Orsay pour poser toujours des questions sur ce qui se passe à Gaza et en tout cas à l'Élysée pendant des mois, j'ai été la seule à le faire, parmi tous les journalistes présents et j'étais, madame Gaza et quand ils me voyaient arriver, ils savaient très bien de quoi on allait parler et à chaque fois, bon, je me heurtais à au mur des communicants de l'Élysée. Alors surtout ce gouvernement, enfin sous Macron, c'est vraiment des communicants qui ont vraiment un mur, c'est ils disent ce qu'ils avaient prévu de dire et ils ne sortiront pas d'une virgule de ce qu'ils avaient prévu de dire et c'est un peu difficile pour l'interlocuteur parce que moi, à chaque fois que je leur disais: «Voilà, je sais pas, aujourd'hui, l'armée israélienne a tiré sur des gens, affamés qui sont venus, chercher de la nourriture et il y a eu 200 morts». Elle me répond, la porte-parole Prisca Thévenot à ce moment-là, elle me répond, le 7 octobre, il y a eu une attaque terroriste terrible sur, Israël. Nous demandons la libération des otages et cetera et cetera et cetera. Présenter Israël comme une victime pendant 5 minutes et à la fin: «Et nous demandons l'entrée de l'aide humanitaire et un cessez-le-feu, du bout des lèvres». Voilà, c'était ça ma vie en fait pendant plusieurs mois, c'était ça. Mais je continuais à y aller parce que parce que d'abord il y avait la possibilité de communiquer sur ce manque de communication à travers des vidéos, parce que c'était filmé. Alors au bout d'un moment, on les a tellement énervés parce qu'il y avait aussi un collègue qui venait poser des questions sur des questions nationales, qui était un peu énervant aussi comme moi. Et on les a un peu énervés et donc ils ont décidé de couper les caméras sur nous parce qu'ils ont vu qu'après nous, on postait les vidéos, de ces échanges qui les mettaient un peu, qui les faisaient passer pour, des gens qui veulent pas répondre aux questions en fait, ce qu'ils sont. Donc ils ont coupé les caméras sur nous pour plus qu'on nous voit dans l'espoir qu'on ne vienne plus, mais on a continué à y aller et donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé et le livre, bah, il naît du fait qu'une proche de l'éditeur, qui m'a publié, les éditions Critiques, lui a dit: «Bah, pourquoi tu publierais pas cette journaliste?» Et quand il m'a appelée pour me proposer d'écrire un livre, je me suis dit: «Bon, bah, des spécialistes de la question palestinienne, il y en a un certain nombre, des livres sur la Palestine, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce que je peux apporter moi, là, par rapport à ce génocide?» Et je me suis dit: «Bah, raconter ce génocide» parce que je crois que c'est le je sais pas au niveau international, mais je pense que c'est un des premiers livres qui retrace vraiment toute l'année, pas bien sûr dans les détails. Au début, j'étais partie, j'étais très volontaire, j'étais partie vraiment pour écrire au jour le jour, 7 octobre, 8 octobre, 9 octobre, 10 octobre. J'ai commencé à écrire comme ça et puis je me suis vite rendu compte que c'était pas lisible, c'était difficile à lire en fait tous les jours, c'est toujours les massacres à répétition et cetera. Donc j'ai plutôt pris le parti de faire, mois par mois, avec les éléments, disons, les plus marquants du mois et mettre ça en perspective, dans une perspective, historique, comparer ça avec, par exemple, les mensonges de l'armée israélienne qui ne datent pas d'hier, remettre en cause les éléments de langage qu'on nous a servis sans arrêt depuis le 7 octobre, à savoir, Israël se défend. Qu'est-ce que ça implique quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Israël se défend au regard du droit international, et de la colonisation, de la Palestine? Hem, voilà, tout ce qu'on a été obligé, tout le narratif israélien qui nous a été servi dans les médias, je le remets en question de fond en comble et oui, je pense qu'il faut renverser la table, de ce point de vue-là parce que, voilà, et il y a un autre point de vue dans le monde. Le point de vue qu'on nous sert ici dans les médias est minoritaire dans le monde, je pense et que le mien, en toute modestie, anticolonialiste et dominant en termes de nombre d'habitants sur terre. Et majoritaire et c'est pas l'impression qu'on a quand on regarde nos médias ou quand on écoute, nos politiques. C'est-à-dire si vous regardez le sud global et ils sont plutôt, je pense, la majorité des gens, des peuples, hein, je parle, plutôt d'accord, avec, ce que ma vision des choses anticolonialiste et voilà, antigénocidaire, voilà et donc j'ai décidé de faire ça, et de raconter à la première personne aussi, parce que, je viens d'Algérie. J'ai grandi là-bas, en Algérie, jusqu'à l'âge de 15 ans. Je suis venue ici pendant ce qu'on a fait la guerre civile, la décennie noire, en Algérie et j'ai été élevée avec la Palestine, au cœur. C'est-à-dire que pour les Algériens, pour la majorité d'entre nous en tout cas, je pense, les Palestiniens, c'est nous hier et on a l'impression de revivre ce cauchemar colonial que nos parents, nos grands-parents, nous ont raconté de leur vécu et
Et voilà. Et donc j'ai voulu raconter ça avec le jeu, parce que je raconte aussi des expériences au Quai d'Orsay et à l'Élysée, et aussi le jeu un espèce de jeu collectif, un point de vue désoccidentalisé, anticolonial, et il y a aussi il y a aussi la dimension de solitude collective qu'on a vécue pendant cette année d'horreur, parce que c'est le premier génocide diffusé en direct sur les réseaux sociaux, de toute l'histoire de l'humanité. L'humanité tout entière n'a pas assisté en direct à un massacre, même si on pouvait entendre parler, bien sûr, à travers les médias de la guerre du Vietnam, et cetera, et que ça a provoqué limite plus de bruit que là, ce qu'on voit. Là, on le voit en direct et on a tous vécu, un choc individuel, parce qu'on était chacun seul dans son coin à souffrir de ces images, qu'on voyait tous les jours, quand j'en parlais avec les gens, je me rendais compte de cette solitude collective. C'est-à-dire qu'on avait tous le sentiment, par exemple, de quand on mange, se dire que les Palestiniens n'ont rien à manger. Quand on ouvre le robinet, on a de l'eau, on se dit qu'ils n'ont pas d'eau. Quand on regarde nos enfants, on les voit, quand ils ont un bobo, on est désespéré et on pense aux enfants palestiniens. On peut plus regarder un enfant sans penser aux enfants palestiniens, parce qu'on a vu tellement de bébés chaque jour et d'enfants, massacrés. Donc il y a eu une forme de solitude collective, et c'est pour ça aussi que je choisis donc d'écrire ça à la première personne, et c'est à la fois donc, un récit, journalistique, parce qu'il y a énormément d'informations, je pense, dans le livre, Absolument. beaucoup, et aussi un engagement de journalistes et de personnes, heu, avec des idées anticolonialistes, radicales. Radicales au sens de racine des choses. C'est-à-dire que je n'admets pas le moindre discours qui est empreint de l'impensé colonial. Je rejette ça et je suis extrêmement sensible à ça, vu d'où je viens, vu ma façon de penser les choses, et j'ai beaucoup souffert des défaillances, du naufrage, médiatique, du naufrage de ma profession, heu, pendant ce génocide et jusqu'à aujourd'hui, voilà. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Il y a plein de choses et plus encore, mais Il y mais avait d'autres choses, non, mais il y a plein que d'autres tu as choses. aimées? J'ai plein d'autres questions. Ouais. En t'écoutant, en vous écoutant, je ne sais pas si, on se tutoie, où tu disais que, heu, tu correspondais probablement à l'avis majoritaire. Je partage un peu, je crois, cet avis, parce que si on regarde les résolutions des Nations unies, comment elles sont votées, elles sont très, très massivement, et ça m'a fait penser à cette citation, qu'on retrouve dans ton livre, donc septembre 2024 exactement. Celle du président de la Colombie, Gustavo Petro, qui dit à Ouais. l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2024: «Ils ne nous écoutent pas lorsque nous votons pour arrêter le génocide à Gaza, même si nous sommes la majorité des présidents du monde et les représentants de la majorité de l'humanité». Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a intéressé, dans ton livre, c'est, je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure en reprenant le livre de Grèche, Fassin, Levallois, l'ensemble de ces livres donc qui ont été écrits à chaud. Je crois que l'un des de un des intérêts majeurs de ce livre, c'est il me semble, reprendre la couverture, examiner la couverture médiatique française. Et à la lecture, et puis aussi pour l'avoir, vécu, aussi, et je pense beaucoup d'entre nous ici l'ont vécu, c'est la manière dont, plutôt comment les médias, ou comment cette, couverture médiatique s'est caractérisée, comment elle a été possible. Et je lis à travers ton livre 3 mécanismes principaux, et on pourra y revenir si tu veux. C'est la manière dont le discours officiel israélien a été relayé massivement et largement, sans examen préalable de, ce qui s'était réellement passé. Ou tu dis un moment dans ton livre de mémoire, c'est à propos de Herzog, je ne sais plus dans quel mois c'est, qui parle de Je parle des enfants, qui parle des salons des d'enfants. salons d'enfants dans lesquels Ils ont ils retrouvé un exemplaire de Mein Kampf exactement, ils ont à retrouvé Gaza. à Gaza un exemplaire de Mein Kampf dans des salons d'enfants. Tu dis: «On ne sait pas à quoi correspondent ces histoires de salons d'enfants». Bon, Mais ce qu'on sait, c'est que les enfants, de Gaza sont des nazis. voilà, donc C'est ça. C'est ça relayé qu'ils nous dit, en relativement fait, massivement. et donc on peut Bon, les tuer. C'est ça que ça veut dire. donc l'un des mécanismes, c'est celui-ci, le relais du discours, sans examen, et là, il y en a plein au début octobre en particulier, où il y a énormément de choses qui ont été relayées et qui, en fait, ont été, progressivement déconstruites, où on s'est aperçu que, bon, ça s'était pas passé. Bon, l'exemple emblématique, c'est évidemment les 40 bébés, Oui. décapités.
Occultation des informations, ça c'est à mon avis le deuxième le 2e, mécanisme. L'exemple le plus frappant et tu le décris aussi, c'est comment, les ordonnances de la Cour internationale de justice en janvier 2024 ont été complètement passées sous silence au moment de de la déclaration des ordonnances. Effectivement, c'est passé à la radio en troisième, quatrième information pour dire que la Cour internationale de justice réclamer, heu, Des mesures, des conservatoires? alors non, justement, réclamer une aide humanitaire. Ouais, Alors même que la première des infos, c'était qu'il y avait un risque de génocide probable. ouais, Et c'était la et donc, en te lisant, je me suis souvenu moi-même de cette, opération. oui, enfin, j'étais surpris que l'information principale, qui était quand même la plus importante et celle qui devait être, à mon avis, relayée, ne l'ait pas été. Donc tu reviens effectivement et l'autre, c'est les contorsions verbales et là, c'est-à-dire cessez-le-feu, trêve humanitaire, c'est-à-dire, il a été très difficile de dire au tout début, cessez-le-feu. Mmh. Il n'était pas question de parler de cessez-le-feu, donc on a trouvé, heu, on a trouvé des sortes de phrases euphémisantes, enfin qui permettent de contourner, en trêve humanitaire. On ne savait pas très bien ce que ça à l'époque trêve humanitaire, si ma alors que maintenant c'est très bon voilà, en fait, j'aimerais moi ce qui m'intéresse c'est, qu'est-ce qui se passe dans ces médias français, en fait? C'est Mmh. quoi, j'ai discuté avec, une journaliste, de Radio France qui me disait: «Probablement 30 d'adhésion». C'est-à-dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, comment c'est possible que l'information arrive dans cet état-là à la fin? Est-ce que c'est de l'adhésion? C'est-à-dire que les journalistes, adhèrent à ce qui est en train de se passer à Gaza? Et quel est le degré d'adhésion et le degré de refus? Et à la fin, comment l'information est traitée et quels sont les conflits? Alors la personne me disait: «C'est 30 d'adhésion», ce qui me paraît déjà énorme par ailleurs, et 70 de gens qui laissent faire et qui sont pas très intéressés. Et Alors ma d'autocensure. alors autocensure, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement dans ces 70, c'est complètement à la louche, c'est pas du tout scientifique, hein, Oui, oui. voilà. Mais je trouvais ça intéressant. Moi, ma question, c'est comment l'information est-ce qu'il y a des débats internes dans les rédactions? Est-ce que ça génère des conflits? Est-ce qu'au contraire, il y a une adhésion relativement massive? On J'ai vu récemment, là, il y a moins d'une semaine, Muller, un Oui, journaliste quand même. de Quentin Muller, de Marianne. Marianne, qui a démissionné, enfin qui dit qu'il s'est senti contraint de démissionner parce qu'il avait un tropisme, je cite, anti-israélien de mémoire. On l'a Et accusé d'avoir un tropisme anti-israélien. exactement, et on lui a dit qu'il fallait à l'avenir qu'il considère 2 impondérables fondamentaux. C'est que, l'État d'Israël est une démocratie, premièrement, et deuxièmement, qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Alors, en lisant ça, ça paraît, invraisemblable en fait que ce et du coup, moi, ma question, c'est parce que je ne m'explique toujours pas, Mmh. quand je lis ou quand j'écoute ou comment on en arrive à cette information? Qu'est-ce qui se passe en fait dans les rédactions, vu que tu en as été Il y a et beaucoup d'éléments de réponse que je vais essayer de vous exposer, sans en oublier aucun, mais c'est la fabrique du consentement dont parle, Chomsky et Herman. C'est vraiment, ça c'est la première chose, c'est il y a des victimes dignes d'intérêt et des victimes indignes d'intérêt et on a totalement intégré que les victimes israéliennes étaient dignes d'intérêt et les victimes palestiniennes pas dignes d'intérêt. Ça, c'est intégré. Les médias, bien sûr, ça a été un naufrage. Pourquoi? Alors, moi, encore une fois, je n'ai jamais travaillé dans une grande rédaction type, je sais pas, Le Parisien, BFM TV ou des choses comme ça, donc je ne sais pas. J'ai parfois des contacts comme ça avec des journalistes de radio, des choses comme ça, mais je ce qui déjà, je pense que c'est la chefferie. Les chefs, c'est les chefs qui décident de la ligne, de la place consacrée aux Palestiniens et de la place consacrée, aux Israéliens. Hem, la C'est la chefferie plus que le journaliste, lambda. Vous avez vu certainement la semaine dernière, nous avons organisé un grand rassemblement, de journalistes, un die-in, ce qu'on appelle un die-in. On s'est tous allongés, pour rendre hommage, aux journalistes palestiniens assassinés sur les marches de la Bastille. Et là, l'appel a été signé par pratiquement toutes les rédactions, y compris, les pires, LCI, BFM TV, Le Point. J'étais très étonnée, moi, de devoir, manifester avec des journalistes du Point.
Mais ça dit quelque chose, c'est quand même intéressant de se dire que même au point, il y a des gens qui considèrent, voilà, ou une des chefs de rubrique a dit qu'il n'y a pas de journaliste palestinien, que c'est un concept occidental qu'on est en train de calquer sur une réalité qui n'existe pas. Elle a osé dire ça, Géraldine Dessner. Et au point, il y a des gens qui sont venus manifester avec nous, enfin faire ce happening avec nous la semaine dernière. Donc, dans toutes les rédactions, il y a des gens bien déjà. Donc, je ne veux pas cracher sur l'ensemble de la profession. Par contre, les médias, vous le savez, sont détenus par des puissances financières qui affluent sur la ligne éditoriale, des milliardaires, voilà, ou pour le service public, alignés un peu sur le gouvernement, il faut bien le dire, c'est sur la politique gouvernementale. France Info, par exemple, moi, à chaque fois que j'ai écouté France Info pendant l'année, rarement, j'ai entendu des choses acceptables. Il y a eu, ils invitent comme chroniqueurs des éditorialistes de i24 News, donc voilà, c'était un traitement, clairement pro-israélien, et là, oui, on sent que la page, de l'histoire de France où la France avait une politique arabe est définitivement tournée. Depuis le 7 octobre, on a intégré dans les rédactions le narratif israélien, tout a été présenté comme le début de l'histoire, le 7 octobre, et la fin de l'histoire. C'est-à-dire que comme si tout avait commencé ce jour-là et tout s'était arrêté et tout ce qui peut être fait après se justifie par ce qui a été fait ce jour-là. Voilà, donc le narratif a été intégré. Comment ça se fait? Je pense qu'il y a, c'est encore une fois, le mot qu'on utilise souvent pas assez, c'est l'impensé coloniale. C'est-à-dire qu'on soutient Israël. Ici en France, on a dans les médias, même ceux qui couvrent assez bien ce qui se passe à Gaza, comme Le Monde. Le Monde a fait un communiqué quand ils ont été, vous avez suivi, ils ont été attaqués récemment par Le Figaro, Génie Bastier, et cetera, et tout le monde, parce qu'ils ont un journaliste, Benjamin Barth, heu, ils lui reprochent d'être marié avec une Palestinienne, alors que c'est un spécialiste du Proche-Orient, et ils veulent sa tête, en fait, ils veulent qu'il saute, et donc ils s'en prennent au Monde en disant que Le Monde, est pro-palestinien, et cetera, et donc Le Monde a réagi et ils ont fait un communiqué dans lequel ils disent qu'ils couvrent de manière, équitable, la situation, et cetera, et cetera, et à la fin, ils mettent: «Et nous tenons à dire que, nous sommes, très attachés à l'existence de l'État israélien». Voilà, donc est-ce que c'est le rôle d'un journal de dire ça? Je ne sais pas si c'est le rôle d'un journal de dire ça. Et qu'est-ce que ça veut dire être attaché à l'existence de l'État israélien? C'est une formule qu'on ne trouve pas dans d'autres, conflits dans le monde. On ne dit pas: «Je suis attaché à l'existence de l'Allemagne ou de la France» ou de, c'est pas une formule qui existe. Et cette formule est empreinte d'un pensée colonial, c'est-à-dire qu'on accorde à c'est-à-dire on est dans, l'acceptation du fait colonial israélien qui est du début jusqu'à maintenant, un État colonial depuis le premier jour de son existence. Et donc défendre ça, dire qu'on défend ça, ça implique ça, ça implique une vision coloniale du monde et une acceptation et un soutien du colonialisme israélien. Et la présentation, ça c'est un autre élément, la présentation systématique, d'une façon ou d'une autre, d'Israël et des autorités israéliennes et de l'armée israélienne, en tout cas d'Israël, de la puissance de frappe israélienne comme une victime. Ça, c'est un élément qui est toujours là. Il y a toujours quelque chose, et ça c'est le narratif israélien, c'est de la communication israélienne qui est quelque chose de très élaboré, de très réfléchi, de très intelligent. Enfin, sauf quand on a compris le principe. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand quelqu'un dénonce un massacre, contre les Palestiniens ou quelque chose, je sais pas, la destruction, l'expulsion de gens en Cisjordanie, la destruction d'écoles ou les bombardements à Gaza, si vous parlez de ça, toujours, quelqu'un qui a un prisme pro-israélien, conscient ou inconscient, va prendre le projecteur et le braquer sur Israël est une victime. Toujours. Il y aura toujours quelque chose à dire là-dessus. Comme, Prisca Tebno qui, quand je lui dis: «Il y a des gens qui ont affamés, qui ont été tués devant un camion humanitaire, des civils», elle me répond: «Le 7 octobre». Voilà, toujours. Il faut toujours présenter Israël comme une victime, et ça, je pense que nouvel élément de ma réponse, c'est, l'instrumentalisation d'une culpabilité, transmissible à l'infini sur ce qui a été fait aux Juifs en Europe par des Européens, et à n'avoir aucun problème à faire payer ça à n'importe quel prix au peuple palestinien qui n'y est pour rien.
Donc ça, pour moi, c'est de l'impensée coloniale. C'est-à-dire, on trouve tout à fait normal qu'Israël fasse n'importe quoi, même, y compris là en ce moment, un génocide, même tuer 20 000 enfants, même expulser des gens de leur terre depuis 76 ans, euh, au nom de ce qui a été fait aux Juifs euh, en Europe par des Européens. Et ça, c'est l'impensée coloniale. Voilà. Les Palestiniens n'y sont pour rien. Et on trouve tout à fait normal ici de toujours présenter Israël comme une victime, quand on est le journal Le Monde, dire je suis très attaché à l'aide, se sentir obligé de dire ça. C'est étonnant pour un journal que Macron dise ça parce que voilà, il est c'est de la politique, mais un journal qui dit ça, pourquoi il dit ça? Ça questionne. Enfin, moi, ça me questionne. Ça dit quelque chose d'eux et puis ça dit quelque chose d'un traitement totalement, qui se veut soi-disant équilibré sur une situation totalement déséquilibrée. On ne peut pas accepter ça quand on observe, la situation en Palestine d'un point de vue anticolonial, on ne peut pas accepter un traitement équilibré. Il n'y a pas d'équilibre à avoir. On l'a dit d'ailleurs, sur, la couverture médiatique qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas, dans une situation déséquilibrée, on ne peut pas prétendre donner 50% de visibilité aux Israéliens, 50% aux Palestiniens. Là, d'abord, ce n'est pas le cas. C'est plutôt 90% de visibilité qu'on a eu dans les médias sur les souffrances israéliennes et 10% sur les souffrances palestiniennes. Je veux dire, si on mesure le nombre de victimes, la disproportion des forces, etc. Voilà, pour vous donner juste un exemple, très très frappant, j'ai eu à écrire, récemment un article, avec Pauline Pernaut pour Acrimed. J'ai contribué à cet article, c'est surtout elle qui l'a écrit, je vous le recommande, sur, le traitement, médiatique du Parisien, sur ça et on traitait à ce moment-là de l'accord de cessez-le-feu de janvier, l'échange avec les otages et cetera et donc le Parisien consacre le week-end de l'annonce du cessez-le-feu, il consacre, 2 doubles pages, 4 pages au Proche-Orient. Et sur les 4 pages, c'est moi qui ai fait l'analyse là-dessus, donc je l'ai bien en tête. Et il y avait 3 pages sur les otages, la libération des otages, l'accord sur la libération des otages israéliens. Donc vous aviez le portrait des otages qui restent, comment leur famille se prépare à les accueillir, où est-ce qu'ils vont aller, dans quel hôpital ils seront pris en charge, les détails de leur libération, voilà, des analyses. 3 pages. La 4e page, la moitié de la 4e page, il y a un tout petit article sur la situation à Gaza avec 4 petites colonnes où on a un Palestinien qui parle, c'est tout. Et après, c'est 2 humanitaires internationaux qui parlent, et voilà, un tout petit article comme ça. Et alors, la photo qui illustre cet article, alors il y avait plein de photos dans les 3 premières pages, la photo qui illustre cet article, c'est une manifestation de l'article sur Gaza, c'est une manifestation à Tel Aviv pour demander la libération des otages. Et l'autre moitié de cette 4e page, c'était une pub pour Picard qui dit mangez sur le pouce sans que ça ne vous coûte un bras. Voilà. C'est ça le niveau de violence que nous recevons, nous. Je ne sais pas si l'exemple est assez parlant, mais pour moi, il est frappant de cette violence coloniale et déshumanisante qu'on subit quand on s'identifie au peuple palestinien et, et à la colonisation qui subit et à la brutalité de ce génocide. Voilà. C'est ça le niveau de violence qu'on reçoit dans les médias. Et donc, voilà, comment expliquer ça? Pour résumer, fabrique du consentement par les puissances financières et politiques qui tiennent les médias. Deuxièmement, l'impensée coloniale très imprégnée et, euh, et voilà, impensée, c'est-à-dire il y a vraiment une forme d'inconscient et moi c'est ça que je veux faire, c'est ramener aux gens honnêtes cette réalité de la pensée coloniale à un niveau de conscience et qu'ils l'assument ou qu'ils ne l'assument plus ou qu'ils changent. Mais qu'on arrête avec cette pensée coloniale et que les gens prennent conscience que c'est très imprégné dans leur histoire parce que la France a été une puissance coloniale et qu'on a longtemps vu les peuples colonisés comme ça, de façon si déshumanisante. Et donc, il faut que ça arrive à un degré de conscience pour qu'on puisse avancer ensemble. Et la troisième chose, oui, c'est l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme de la mémoire de ce qui a été fait aux Juifs en Europe par des Européens et qu'on fait payer aux Palestiniens et qui rejoint le deuxième point qui est l'impensée coloniale. Voilà. Pour résumer, c'est ça mon explication. Peut-être qu'elle est incomplète, peut-être qu'il y a encore des choses à dire. Et il y a aussi, oui, ce que tu as dit, cette consoeur,
que la flemme aussi, la flemme de travailler, de s'intéresser réellement, de se battre dans sa rédaction, de risquer son poste. Ça, il faut en être conscient. Moi, je ne peux pas travailler dans n'importe quelle rédaction aujourd'hui avec les positions que j'ai. D'ailleurs, Marianne, je connais Quentin. C'était lui mon interlocuteur à Marianne quand je OK. travaillais là-bas. Et un jour, en juillet dernier, parce que moi, j'étais réputée spécialiste, enfin spécialiste, je ne veux pas dire que je suis spécialiste, mais je m'intéressais énormément à l'Amérique latine. Bon, malheureusement, là, depuis le 7 octobre 2023, j'ai un peu lâché l'affaire, mais c'est un continent qui me passionne et je travaillais beaucoup là-dessus. Donc, il m'avait commandé un article sur les élections au Venezuela en juillet, quand il y a eu les élections. J'ai dit: «OK», parce que j'avais écrit des articles pour eux, sur l'Amérique latine et je commence à écrire l'article et puis un jour ou 2 jours après, Quentin m'appelle et me dit: «Je suis désolé, mais il y a un chef qui veut plus travailler avec toi à cause de ce que tu dis sur Twitter sur Gaza». Voilà, donc je peux pas écrire sur l'Amérique latine à cause de ce que je dis sur Gaza. Enfin, des façons de stigmatiser une personne, pas pour ce qu'elle dit sur un sujet, mais sur un autre sujet. Voilà, c'est-à-dire il me demande un article sur le Venezuela, oui, mais ce que je pense de ce qui se passe à Gaza, ça va pas, donc pas écrire sur le Venezuela. Voilà, c'est comme ça. Et moi, voilà, les médias avec lesquels je peux travailler aujourd'hui sont voilà, très limités. C'est les médias indépendants, bon, le monde diplomatique, j'ai la chance voilà, de pouvoir travailler avec eux, Orient 21. Mais il y a pas beaucoup, c'est très limité, c'est-à-dire c'est des risques professionnels que vous prenez quand vous vous attaquez de front enfin, en tout cas comme je le fais, à la question coloniale et à la question, bah, du sionisme qui est un synonyme. Sionisme et colonialisme pour moi c'est la même chose. C'est presque un pléonasme et donc voilà, c'est vous risquez votre travail si vous allez confronter votre rédaction là-dessus. Si par exemple quelqu'un au Parisien était allé dire: «Non mais il n'en est pas question», on fait 2 pages sur les otages et 2 pages sur Gaza. On fait pas 3 pages sur les otages, une demi-page sur Gaza. Vu le voilà, c'est-à-dire c'est vraiment le traitement inverse de ce qui devrait être fait. Il devrait y avoir 3 pages sur Gaza et une page sur les otages. Au niveau de la proportion rien que du nombre de victimes du rapport de force. Je suis désolée, c'est ça qu'il devrait y avoir. Mais au minimum, allez, disons 2 et 2. Mais même, OK, il y a pas eu une personne aux Parisiens pour dire, «C'est un scandale de faire ça»? Voilà, Je c'est ça. rebondis sur ce point, c'est Oui, qu'effectivement, bon, peut-être ça a eu lieu, mais j'ai jamais vu passer aucun article sur la situation des détenus palestiniens, par exemple. oui, Sur, c'est ça. comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, le fait qu'il y ait 10 000 détenus palestiniens, dont 3 000 en détention administrative, c'est-à-dire sans procès, sans que, les avocats puissent avoir accès, au dossier, sans que les familles parfois ne sachent, où sont détenus, leurs proches et renouvelable tous les 6 mois et ça peut durer, parfois des années. Et effectivement, ça c'est très étrange, il me semble en tout cas, que cette question ne soit jamais traitée ou en tout cas au minimum mis en parallèle. Ouais et il C'est y a rarissime, enfin oui. je voudrais juste rappeler une anecdote par rapport à ça, je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait quelqu'un qui a mis, sur France Info Télé, 200 otages palestiniens libérés au moment de l'accord sur les échanges. Il a mis 200 Oui, otages. absolument, c'est vrai, ouais, ouais. Énorme scandale enclenché par Caroline Yadan, députée des Français d'Israël. Enfin, je dis qu'elle est députée des Français d'Israël parce qu'elle fait que ça, en Et fait. Elle n'est d'Italie pas aussi. censée être oui, et des territoires palestiniens. Absolument. Si. Ah Pas si, 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 elle est censée être pas députée aussi sûr des que territoires palestiniens. pas sûr que les territoires Je soient crois. inclus dans la circonscription, il me semble pas. Parce qu'il y avait un à vérifier parce qu'il me semble que les Français des territoires palestiniens n'avaient pas de représentant légal. Eh beh, je me demande si c'est pas Caroline Yadan. Bah, ils en ont Et pas donc. De fait. De fait, ils en ont bon, pas. Et Chypre, ouais, bon bref, elle s'occupe que d'Israël, pratiquement et Caroline Yadan, elle dit: «Scandale, comment on peut» elle dit les choses que je dis moi dans le livre. «C'est notre humanité commune qui est remise en question par ce bandeau qui est écrit, comment vous pouvez qualifier, les prisonniers palestiniens d'otages? Déjà pourquoi vous en parlez? Il faut virer cette personne» et la personne a été, faut savoir qu'elle a été, virée. oui, Le journaliste, c'est-à-dire elle peut voilà, une députée, bon qui est affiliée à la majorité, mais qui peut faire virer un journaliste avec, la communicante de France Info qui réagit, en lui mettant des cœurs et des clins d'œil en lui disant: «T'inquiète Caroline, on a réagi tout de suite, on a dégainé comme des liquides». Elle dit ça et le médiateur de France Info, donc la personne qui est censée faire la médiation,
avec son compte de médiateur et son compte privé qui retweet les comptes pro-israéliens qui dénonçaient ce bandeau fait par quelqu'un de France Info. C'est pas du tout son rôle. D'ailleurs, je l'ai épinglé, il a tout effacé après. Je l'ai épinglé sur Twitter, il a tout effacé et il est allé se cacher parce que c'est pas son travail du tout. Son travail était de faire le médiateur. Voilà. Oui, alors cette fébrilité-là que tu décris dans les rédactions, ça me fait penser aussi à ce que tu décris dans le livre. Bon, je sais plus quel mois non plus, ça va tellement vite quand mais lié à l'histoire de Mohamed Kassi, je Oui, crois, Mohamed Kassi, oui. effectivement, Là, il y a eu qui une est mobilisation, pour l'affaire de Mohamed Kassi de ses collègues, qui a fait qu'il n'a pas été viré et qu'il y a eu une pression parce que les collègues l'ont soutenu. C'est ça qui est important et ça il faut qu'il y ait un cas comme ça, mmh. Alors c'est une séquence que vous pouvez retrouver facilement sur France 24, je crois. non, c'était TV5 Monde, Ah oui, TV5 Monde, effectivement. TV5 Monde. Mohamed Kassi qui interviewe Agari, j'ai plus son prénom en tête. Rafovitz, Olivier Rafovitz, Ah oui, porte-parole oui, pardon, francophone de la cause Rafovitz, israélienne. Ouais. exactement. Dans un dans un échange, un peu surréaliste. Donc oui, alors, donc fabrique du consentement, chefferie, impensé colonial, culpabilité historique liée à la Shoah. Instrumentalisation, ouais. J'ajoute l'adhésion, les 30 d'adhésion Bon, dont je oui, parle après il y a l'adhésion, oui, il y a ceux qui et adhèrent carrément, bien sûr, et pour revenir sur cette, impensé colonial qui est un peu, je crois, tout ce qui traverse, enfin, c'est on analyse dans mmh, le livre. Je fais un tout petit pas de côté, mais ça m'a intéressé quand même, c'est cette histoire coloniale que tu décris, faite de guerre, de répression, de domination, en parlant de l'Algérie. mmh. Quel lien tu ferais entre l'Algérie et la Palestine? Et ben, le lien, je le fais tout au long du livre, entre l'Algérie et la Palestine. Comme je disais, quand on a été élevé, comme moi, bon, moi, j'étais élevée vraiment dans la génération postcoloniale. Je suis née en 80, donc mes parents, quand ils naissent, il est inimaginable que l'Algérie soit décolonisée et quand moi je nais, l'Algérie était décolonisée. Donc c'est une histoire, comment dire? Un roman national, très, très fort dans lequel j'ai été élevée, de l'histoire, de comment on a sorti les colons, machin. Donc c'est vraiment un produit, de ça, assumé et même si je sais que ça sert après à faire de la répression en Algérie, mais je veux dire ce roman national et cette lutte anticoloniale, je la porte en moi très fort. Vraiment, c'est quelque chose de très puissant et voilà, à laquelle, j'adhère. Hem Le lien entre l'Algérie et la Palestine, c'est ça, c'est que les Palestiniens, c'est nous hier, voire en pire, j'ai l'impression, en fait. Tout ce qu'on m'a raconté de l'époque coloniale en 10 fois pire, avec, encore plus, d'impunité, encore moins de morale, encore moins de, oui, encore enfin, encore plus de sauvagerie, voilà et de déshumanisation. Par exemple, Olivier Rafovitz, que tu viens de citer, dit à la télé française, sans que personne l'arrête: les Arabes ne comprennent que la force, on va leur parler le langage qu'ils comprennent. Voilà et il y a personne qui lui a répondu, qui l'a arrêté. Olivier Rafovitz avait peu de pignon sur rue, du matin au soir pendant des mois, sur toutes les chaînes d'infos et si un journaliste osait un tout petit peu le contredire: «Non mais comment vous pouvez remettre en question l'État, la démo Israël est une démocratie, comment vous pouvez remettre en question ma parole?» Très arrogant, un petit kéké très arrogant, pas du tout enfin moi je le trouve pas spécialement intimidant, mais qui lève la voix tout de suite, et qui est, l'autoritaire, il est chez lui sur les plateaux télé français, quoi et qui dit cette phrase quand même, donc qui rejoint ce que tu me demandais. Les Arabes ne comprennent que la force. Vous voyez, c'est voilà, c'est assez terrible et ça fait partie du discours colonial de déshumanisation des Palestiniens et il y a aussi la dimension un peu messianique qu'on avait, au début de la colonisation de l'Algérie, dont je parle et qui aujourd'hui est très présente, en Israël. Parce qu'Israël s'est créé à l'époque coloniale. Donc, à l'époque, et puis les idées qui ont mené à la création de l'État d'Israël et qui ont été portées au départ par Théodore Herzl, elles se font vraiment à une époque où le colonialisme est bien vu. C'est bien d'être colon. C'était pas un problème à l'époque dans le monde, puisque c'était ça qui dominait. Et donc, les sionistes, ils n'avaient pas de problème à dire oui, nous serons le phare avancé de la civilisation occidentale au Moyen-Orient, on va les civiliser ces sauvages. Il y avait ce discours colonialiste. Et, et après, bon, bah, il y a eu les décolonisations, c'est un peu moins bien vu d'avoir ce genre de discours. Et donc,
il y a une transformation, même à l'intérieur d'Israël, que vous pouvez observer, qui est la dimension messianique maintenant. Maintenant, on n'assume plus d'être des colons, mais on a complètement changé de discours. On dit même qu'on a libéré, c'est une indépendance, une lutte anticoloniale, et que c'est la terre du peuple juif depuis 3000 ans. Et donc, le livre sur lequel il s'appuie pour ça, c'est la Bible. Voilà, c'est des intégristes, c'est messianique, kahaniste. Voilà. Et ce discours messianique, de faire ça au nom du divin et de la religion et de machin, c'était aussi en Algérie. Il y avait ce discours-là, au début de la colonisation, en tout cas. Au début de la colonisation, les razzias, c'était s'appuyer sur un discours religieux, saint. Et je cite des extraits des généraux français en Algérie qui justifiaient les razzias, les enfumades en Algérie en se basant sur des écrits bibliques. Voilà, donc voilà, c'est deux. La colonisation, c'est la colonisation, c'est-à-dire que que ce soit l'Algérie ou l'Afrique ou ailleurs, ou la Palestine, ça procède des mêmes schémas euh, de pensée pour justifier un tel crime contre l'humanité. Ça s'appuie toujours un peu sur les mêmes schémas: déshumanisation du sujet colonisé, qu'on va soit civiliser, soit expulser. Là, en Palestine, il s'agit plutôt d'expulser et d'en montrer un visage le plus barbare possible, de tout faire en sorte pour qu'il soit présenté au monde comme le plus barbare possible. Et, et ils y arrivent malheureusement bien. Voilà. Oui. Non, c'est juste dans cet état dans ce moment du débat, il y a quand même eu à plusieurs reprises des déclarations de dirigeants israéliens qualifiant les Palestiniens d'animaux, Ouais. sans que ça choque absolument Ouais. personne et que ça soit repris nulle part. Ça, c'est incroyable. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné parce que pour moi, tout le monde la connaît, la phrase de Galland qui qualifie les Palestiniens d'animaux humains, et de Netanyahou qui parle d'Amalek, qui est l'archétype de l'ennemi du peuple juif dans la Bible. Et il cite, enfin, ce passage est cité quand il fait référence à Amalek, c'est détruit Amalek, tue femmes et enfants, nourrissons et bêtes. Et ça s'appuie sur ça. Et donc, quand il dit Amalek, ça renvoie à une imagerie biblique, apocalyptique. Voilà. Bon, alors du coup, moi j'avais deux questions, mais on y reviendra peut-être. C'est cette histoire de l'Élysée, du porte-parole de l'Élysée, là, qui m'intéresse aussi. J'ai posé un peu cette question des rédactions, et ça m'intéressait aussi que tu reviennes un peu sur cette expérience de la production d'un Ouais. récit politique, ou en tout cas enfin, pas médiatico-politique, c'est comment il s'adresse, comment ça fonctionne, etc. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Ah, il y a un autre point, ouais. Et bah voilà, Je vais là-dessus. ouais, Ouais, exactement. Et puis parce que après, j'aurais une dernière tu m'as fait petite. penser avec ta question à un point que j'ai pas abordé dans comment expliquer la fabrique médiatique par rapport à ça. Et tu as raison, le consentement. Et ça, c'est vrai que j'ai pas développé, mais tout à fait. Et ça, je les ai rencontrés. Je ne peux jamais cracher sur l'ensemble de la profession, mais en me rendant à l'Élysée, surtout à l'Élysée, moi au Quai d'Orsay, parce que c'est plus des journalistes internationaux, mais à l'Élysée, là, vous voyez le journalisme de cour, clairement. Et j'ai été confrontée, avec d'ailleurs mon collègue Djemil, à ce journalisme de cour, à ce journalisme où, quand moi j'arrive à l'Élysée, outsider total, je vois ces journalistes qui sont complètement en lien avec les communicants de l'Élysée. C'est difficile même pratiquement de les dissocier tant ils ont le même Les off style. dont tu parles. Hein? Les off dont tu parles. Oui, voilà. Enfin, il y a tout Oui. un certain nombre de codes. Il y a une connivence, bon, le tutoiement, ça ne veut pas dire qu'il y a une connivence, mais là, il y a clairement une connivence. Je l'ai observé et j'en ai fait des frais aussi donc, quand j'arrive à l'Élysée, je vois que ça se tutoie, que ça fait des blagues avec les conseillers directs de Macron, les gens qui travaillent directement avec Macron, avec le président, avec les ministres, etc. Ils se connaissent bien, ils ont fréquenté les mêmes écoles, ils viennent du même milieu social supérieur. Voilà, c'est un peu les mêmes gens. Certains ont choisi des carrières de journalistes stars et d'autres des carrières de politique, quoi. C'est un peu le même monde. Ils boivent des verres ensemble, etc. Et moi, quand je dis j'en ai fait les frais, c'est qu'au bout d'un moment, comme je vous le racontais au début, j'ai commencé à agacer avec mes questions sur Gaza, et il y a eu un peu des empoignades avec les journalistes qui m'ont. Enfin, c'est surtout les journalistes
certains journalistes qui nous ont attaqués, Djemil et moi, donc mon collègue Djemil et moi, et moins les communicants, parce qu'ils n'osent pas attaquer les journalistes, parce que je pourrais parler de ça. Mais par contre, il y a des journalistes qui, il y a par exemple une journaliste un jour, pendant que je suis en train de poser une question sur Gaza à la porte-parole, qui commence à souffler dans la salle, bon, on l'entend pas, mais qui fait comme ça, une esclandre, comme ça, elle fait du bruit, et puis, et donc on est allé la voir après. On lui a dit bonjour, oui, pourquoi tu soufflais pendant que Myriam posait sa question? C'est Djemil, mon collègue, qui est allé la voir et j'étais là. Et elle s'est énervée, elle dit: «Oui, vous transformez ça en interview», et après on a discuté avec elle. Elle est assez rapidement partie parce qu'elle était très en colère contre moi et je sentais que le contenu de ce que je disais, ne lui plaisait pas, ma façon de revenir à chaque fois ne lui plaisait pas et elle a été très agressive et elle est très rapidement partie. Quand je lui ai demandé de pouvoir se parler calmement entre collègues, elle m'a dit: «On n'est pas des confrères, on fait pas le même métier», puis elle a tourné les talons et elle est partie. Et après, il y a un autre, journaliste d'une autre radio très connue, je vais pas dire parce que je veux pas dénoncer, c'était une discussion privée, mais c'était très intéressant. C'est-à-dire, il me dit: «Toi, tu reviens chaque semaine poser des questions sur Gaza alors que la position du gouvernement n'a pas, évolué sur la question. Pourquoi tu reviens à chaque fois?» C'est ça sa vision du journalisme, c'est-à-dire que lui, il est là pour, venir prendre les éléments de langage du gouvernement et rentrer dans sa radio, les diffuser. C'est ça sa vision de son exercice du métier. Je lui dis: «Alors tu peux, si tu veux, c'est intéressant. De toute façon, moi, j'écoute ta radio, mais je te méprise pas, mais par contre, laisse-moi faire mon travail comme je pense qu'il faut le faire. Tu peux pas me dire: "Ne reviens pas poser des questions sur Gaza", parce que par contre, la situation à Gaza, elle, a évolué et donc j'ai le droit de venir, les confronter et leur dire: «Voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que vous dites? Et il s'est passé ci, qu'est-ce que vous dites?» et il nous a dit vraiment des choses folles par rapport à la consé à la déontologie. Il nous a dit: «Non, mais vous vous rendez compte, votre simple présence lui provoque un stress à la ministre. Vous imaginez pas quand elle vous voit dans la salle, elle est terrifiée parce qu'elle sait très bien que vous allez la mettre en porte-à-faux». Voilà, c'est ça le journalisme de cour et le consentement, vous Mmh. voyez? C'est-à-dire au lieu de me soutenir moi, leur consoeur, qui vient, pour poser des questions sur un génocide en cours, non, ils défendent la ministre. Non, vraiment, ça c'est raconté, en détail dans le livre. C'est choquant pour moi et oui, ça c'est un élément de voilà, de soumission, de consentement ou de classe sociale aussi. Moi, j'aime bien avoir une analyse marxiste. Il y a aussi quelque chose de classe, s'inscrit dans une classe sociale. Ils se sentent proches des ministres type Prisca Thévenot, Gabriel Attal, ils leur ressemblent d'ailleurs un peu, même, dans le style vestimentaire, la façon de se comporter, de parler, de les lieux qu'ils fréquentent, les écoles qu'ils fréquentent, les restaurants qu'ils fréquentent, ils sont du même monde et moi je ne fais pas partie de ce monde. Voilà, c'est ça et je ne suis pas la seule et Je prends la parole une dernière fois, mais peut-être pour une très légère ouverture, mais j'y crois pas trop. Mais, dans ton introduction, tu fais référence à l'histoire de tes parents, notamment celle de ton père qui, a été torturé de mémoire à 17 ans. Il est mort d'une crise cardiaque à 45 et tu laisses entendre, c'est pas dit clairement, que peut-être l'un et l'autre seraient liés. c'est pas Voilà. facile de faire le lien mais Mmh et tu dis que, pour tes parents, en tout cas, l'indépendance de l'Algérie te semblait invraisemblable. Là aussi, comme une manière de dire que, on ne sait pas ce qui peut forme se d'optimisme, ouais. ouais, voilà, une petite, et je sais pas si c'est une question, c'était plutôt une réflexion, je sais pas, si Ouais, tu veux ouais. réagir à ça. Oui, pour Moi, en mon père, lisant, j'avais pas vraiment enfin, ouais, évidemment, j'ai peu ouais, d'espoir, hein, vraiment, ouais. enfin, j'ai du mal, mais peut-être toi, tu en as et si Moi, tu j'ai pas de formation scientifique pour revenir à l'histoire de mon père, j'ai pas de formation scientifique, donc le concept de traumatisme multigénérationnel, me parle. Je sais pas s'il a un fondement scientifique, mais je pense, ouais, que les Algériens ont une forme de traumatisme multigénérationnel, clairement, par rapport à l'histoire coloniale, la brutalité de l'histoire coloniale. Mon père, oui, il a été torturé, il avait l'oreille interne, détruite, bon après il a pas facilité son cas, il fumait 3 paquets de cigarettes, à phrase pour ceux qui connaissent, par jour. Donc bon, oui, il est mort à 45 ans d'une crise cardiaque, mais il souffrait beaucoup, des séquelles, de ses séquelles. Je sais pas, en fait, je ne fais pas de lien, mais mmh, voilà, c'était juste pour raconter ça parce que je parle de lui et de un peu parce que je l'ai peu connu, je l'ai connu, il est mort, j'avais 6 ans et il m'a quand même transmis pendant ce peu de temps qu'on a passé ensemble, des choses concernant la Palestine. Donc c'est pour ça que je parle de lui dans le livre et que je me permets de le faire et sinon, le deuxième point, non, le fait c'est, que ça semblait invraisemblable, l'indépendance semblait invraisemblable, oui, mais bon, ça, ça c'est plutôt je trouve ça oui, c'est la seule, note, qui me donne un peu d'espoir.
J'en ai pas beaucoup par rapport à la Palestine parce que la réalité des rapports de force dans le monde, ne nous aide pas à avoir de l'espoir pour la Palestine. Mais voilà, il y a effectivement, quand mes parents naissent à la fin des années 40, il est inimaginable que l'Algérie soit décolonisée. Et quand je nais, bah, elle est décolonisée et il s'est passé entre-temps, un miracle, enfin, je veux dire et non, un miracle qui est le miracle de la lutte, bien sûr, anticoloniale, mais et des rapports de force dans le monde qui étaient favorables et qu'on était dans une époque de décolonisation. Mais il peut se passer des choses, là, les mouvements étudiants, je pense que moi j'ai beaucoup d'espoir dans les mouvements étudiants, les mobilisations étudiantes parce que c'est eux l'avenir, c'est cette jeunesse-là. Les pays du Sud qui essayent de forcer, là-dessus, bah, comme la Colombie, les pays arabes. Ça, c'est le point noir de l'histoire, les pays arabes, c'est il y a ils ont fait, le strict minimum par rapport à la Palestine, voire certains ont collaboré avec Israël. J'en parle dans le livre quand il y a eu l'attaque de l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats et tout ont collaboré militairement avec l'armée israélienne. Donc, voilà et qu'est-ce qu'ils ont fait pour, la Palestine? Il y a rien, quoi. C'est désespérant, mais bon, le Sud global, il y a des pays qui essayent de faire des choses, quand on voit l'Irlande, l'Espagne, il y a eu des choses qui ont été, qui sont symboliquement fortes, la Cour internationale de justice. Mais voilà, il y a pas de gendarmes, il y a pas de là, avec Trump en plus au pouvoir et sa folie imprévisible, mais bon. Mmh. Que le Hamas s'est rendu coupable De d'intention génocide, le oui, 7 octobre. d'intention de génocide. Le 7 octobre? Oui, Ah OK. c'est pas une question de numéro, mais d'intention qui définit. Oui, je comprends, je comprends. Donc, oui, je suis d'accord que l'intention génocidaire est un des éléments caractéristiques, du génocide, mais c'est un des éléments. C'est pas il y a des points qui caractérisent un génocide selon le droit international. C'est le meurtre, la soumission à des conditions d'existence, de la population devant entraîner sa destruction, les blessures irréparables, freiner la reproduction. J'ai pas les mots exacts, mais on peut les trouver facilement dans les livres et donc il y a un certain nombre de points. C'est pas seulement l'intention génocidaire. L'intention génocidaire doit j'ai pas vu de hiérarchie. Il y a 4 ou 5 points. Donc, que le Hamas avait l'intention de commettre un génocide s'il l'avait pu, ça c'est souvent Raphaël Enthoven qui le dit, par exemple, les gens du printemps républicain. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Le Hamas a perpétré une attaque sanglante, horrible à bien des égards et par le mode opératoire terroriste le 7 octobre. L'intention génocidaire, non, c'est dans un contexte colonial, c'est pour lutter en tout cas, c'est pas ce qu'ils ont dit. Je ne crois pas que les revendications, étaient exprimées une intention de tuer tous les Israéliens ou de déshumaniser, comme ça a été fait, les Israéliens. C'est, parler des Israéliens en tant que colons, que de colonisateurs et lutter contre l'occupation, contre ce qu'ils étaient en train de faire en Cisjordanie et contre le blocus à Gaza. C'était ça les revendications. C'est pas et puis c'était prendre des otages pour essayer de négocier contre les milliers de prisonniers palestiniens qui ont été évoqués. Donc je ne crois pas, de manière, objective. J'aurais pas de problème, j'ai pas de pas là pour défendre le Hamas, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une intention génocidaire déclarée. J'ai pas vu. C'est la seule question que vous m'avez posée ou il y avait une autre? Les médias Haaretz, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense, beaucoup de bien. Heureusement qu'il y a Haaretz parce qu'on a un point de vue, alternatif, que nous n'avons pas dans les autres médias israéliens, excepté Plus 972, si vous ne connaissez pas, je vous recommande ce site, qui est en anglais, mais qui est et en arabe, je crois, et qui est très bien, qui est composé de journalistes israéliens et palestiniens. Très important de consulter ce média parce qu'il y a des sources, du renseignement, israélien et cetera et puis Haaretz, oui, très bien pour beaucoup de ses éditos, beaucoup d'informations, c'est un peu comme Le Monde, je le compare un peu au Monde. Des fois, il y a à boire et à manger. Mais bon, disons que c'est pas mal. Oui, il y a beaucoup d'informations importantes qui sortent, ils n'hésitent pas à sortir. Ils sont soumis à une grosse pression par le gouvernement israélien. Donc oui, j'aime beaucoup Haaretz. En fait, c'est une de mes sources. Je le cite je ne sais combien de fois dans le livre, Haaretz. Et sinon, pour le New York Times, bah, ils ont plutôt, de ce que j'ai observé, un prisme pro-israélien. Ils ont fait des bonnes choses aussi. C'est un peu comme ouais, un peu comme Le Monde. Un peu moins bien que Le Monde, je trouve. C'est plus pro-israélien.
ils ont fait quand même des choses qui ne se font pas, notamment Sur sur l'enquête, l'enquête bidonnée là, sur les viols massifs et systématiques le 7 octobre, avec un exemple où même la famille a été choquée de lire l'article. Ils faisaient une manipulation de la famille qui était éhontée. C'était vraiment, en termes déontologiques, catastrophique. Voilà, l'Allemagne, non, je n'ai pas suivi les médias allemands. En France, quand on est journaliste indépendant, neutre et objectif, déjà c'est difficile. Parce qu'on n'aime pas trop la vérité, ou la vérité, il doit être encadré. Alors, pire, quand on est arabe et journaliste et algérien et on défend la cause palestinienne, c'est c'est un combat, un parcours de combat, un combattant très difficile. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai préparé une thèse sur la France et l'Organisation de libération de la Palestine en 91, je l'ai soutenue. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai rencontré des hommes politiques, des diplomates français. Ils parlent avec beaucoup de prudence sur Israël. Et franchement, on a l'impression que pour rentrer dans le sujet, dire que les Palestiniens ont des droits, il faut dire oui, l'existence d'Israël est éternelle, le droit d'Israël, là. Après, j'ai remarqué ça encore pour les médias, pour le Gaza. Avant de rentrer dans le détail et parler de génocide, oui, Israël a été victime, oui, le 7 octobre 2023, Hamas est terroriste. Après, on parle. Ouais, c'est ça. C'est franchement, je ne sais pas comment on peut trouver une issue à cette israélisation de l'esprit. Ouais. J'ai rien à ajouter. Je partage ce que vous avez dit, oui. Merci infiniment. Merci. J'aimerais évoquer une dimension que vous n'avez pas, vous en avez parlé dans le livre, mais on n'a pas parlé ici. C'est ce qui contribue à ce dévoiement dans les médias de l'être humain palestinien. Et moi, je suis américaine, donc je l'ai vécu et je vis toujours des choses. Moi, je vis ici depuis 15 ans. Mais le fait que même des collègues libéraux et éclairés à moi, j'entends, mais vous savez, Israël au Liban et en Syrie, il va nettoyer les terroristes. Et je demande, mais de qui vous parlez? Ah, vous savez, les Arabes. Alors, je sais que c'est probablement une question d'ignorance souvent pour les Français, éduqués même. Mais cette question qui remonte à Bataclan et même avant et tout ça, et chez nous, ça remonte à 11 septembre, mais il y avait cette politique de chasse aux terroristes qui vraiment a marqué, et c'est un argument qui est utilisé par les gens qui parlent de « oh, c'est une question compliquée », tout ça. Parce que vraiment, on réduit les Palestiniens à des terroristes. On ne peut pas parler de Hezbollah et l'origine de Hezbollah, la partie politique de Hezbollah, bien sûr, les difficultés des actions militaires en Syrie, tout ça. Mais il y a comme, je ne sais pas, c'est simplement le déni, si c'est la peur, je ne sais pas. C'est une réduction du problème qui me laisse abasourdi. Excusez, merci. Je suis encore une fois totalement d'accord et j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. Et c'est intéressant votre point de vue en tant qu'américaine, ouais, c'est très intéressant. J'ai une amie, ça me fait penser à une anecdote d'une amie française. C'est vrai que quand on a le faciès que j'ai et le nom que j'ai, on reçoit moins de choses frontalement comme ça. Vous voyez? Parce que, il y a quand même, ils vont pas me dire les Arabes, enfin, je veux dire, à part être confronté à quelqu'un de ouvertement raciste qui veut m'agresser, mais sinon, dans une discussion amicale, j'ai pas ce genre de discussion. Et pendant que j'écrivais le livre, une amie qui a participé à la relecture du livre, etc., qui m'a aidée, m'a appelée et elle m'a dit, dans mon travail, il faut que tu saches, Myriam, il faut que tu parles de ça, parce que dans mon travail, je discutais avec une collègue à la machine à café, une collègue que j'aime beaucoup, qui est sympa, qui est, voilà.
et qui m'a dit, il faut qu'Israël termine le travail. Et ma collègue, elle a dit, mais comment ça? Ben, elle dit, bah, qu'ils les tuent tous. Elle a dit, mais attends, tu parles d'un génocide? Elle fait, bah ouais, comme ça. Et elle m'a dit ça parce que je suis blanche et qu'elle te dirait pas à toi, il faut que tu sois consciente que ça, c'est des discours qui sont tenus par des gens qui sont comme ça, sympas, etc. J'ai du mal à y croire. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette vision, mais c'est la pensée coloniale, c'est-à-dire la catastrophe que ça a entraîné. Et elle m'a dit, mais il faut que tu sois consciente de ça, c'est qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Il faut que juste, ils sont tellement, trouvent tellement ça normal de tuer des Arabes. Et elle était choquée parce que c'est quelqu'un qu'elle apprécie. Elle pensait pas du tout que cette femme pensait comme ça. Et je me dis que moi, peut-être, je croise des gens tous les jours qui pensent comme ça et qui me le disent pas parce que je suis qui je suis, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours intéressant d'entendre ça. J'aime à croire que c'est une minorité plutôt. Mais bon. Et une question, comme j'ai acheté votre livre que je vais lire et même dévorer. Une question, vous êtes journaliste indépendant, donc vous êtes votre propre rédactrice en chef quelque part, vous n'avez plus de hiérarchie. Donc, est-ce que quelque part, vous parliez de déontologie journalistique, est-ce que c'est possible de la conserver? Vous allez dire oui, bien sûr, mais je veux dire, moi j'écoute souvent quelqu'un qui s'appelle Mourad Guichard et qui voilà, détruit un petit peu ce qui se passe sur les plateaux. Et il y a cette vieille règle journalistique qui est de séparer le fait du commentaire. Est-ce que c'est complètement ringard aujourd'hui, ça? Est-ce que c'est, compte tenu de l'horreur de ce qui se passe, c'est possible de conserver une règle comme ça? Est-ce que, et une question que je vous posais, si par exemple j'avais été à l'étranger où j'avais rien lu depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, je reviens. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Vous auriez à écrire un article, un long article, par les 4000 signes. Comment vous l'écririez en respectant justement une déontologie journalistique, si tant est encore une fois que ça puisse exister? 4000 signes, sauf erreur, c'est une page, hein, c'est pas long. Ouais, c'est pas très long. Mais bah, je présenterai les choses dans la. Déjà, ce qui est problématique dans la fabrique du consentement, c'est la déformation de la chronologie de l'histoire. Quand on fait commencer tout le 7 octobre, eh ben, le narratif israélien si tout d'un coup des mutants se sont réveillés pour juste aller tuer des juifs parce qu'ils étaient juifs, ce qu'on nous a présenté, ce que même le gouvernement français nous a présenté comme tel, c'est-à-dire que c'était un pogrom et que les gens n'ont été tués que parce qu'ils étaient juifs et que c'est pour ça que c'est parce qu'ils détestent les juifs que le Hamas a fait ça. C'est ça qui nous a été présenté. Donc, et que l'histoire commence le 7 octobre et que le génocide qui a suivi, c'est normal parce qu'il s'est passé ça le 7 octobre et c'est très grave. Donc, bon, bah, moi, je reprendrai la chronologie de l'histoire. C'est-à-dire que depuis 1948, les Palestiniens subissent une colonisation expansionniste, raciste, ils sont mis en apartheid, un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cette conférence. Je suis étonnée que je ne l'ai pas prononcé moi-même, mais l'apartheid, c'est quand même extrêmement grave. Un crime contre l'humanité, sur crime contre l'humanité depuis 1948. Ils sont expulsés de chez eux, dépossédés, mis en apartheid, massacrés, subissant des détentions arbitraires sans aucune justice, voilà, avec des crimes commis dans une totale impunité. Gaza a été sous blocus. C'est ce que je fais dans le livre, en fait. Après, c'est un livre, mais c'est ce que je fais dans le livre, qu'à Gaza, il y avait un blocus depuis 16 ans, qu'il y avait un contrôle aérien, maritime et terrestre total sur ce qui se passait, ce qui pouvait entrer ou sortir de Gaza. Qu'à Gaza, 90% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, que la plupart des enfants souffraient de dépression, des enfants, que la moitié d'entre eux penchaient au suicide, et que ces mêmes enfants viennent et continuent de subir un génocide. Voilà. C'est comme ça que je remettrai le contexte qui a conduit au 7 octobre et aussi expliquer qu'est-ce que c'est le Hamas, comment le Hamas a prospéré dans la société palestinienne qui, au départ, était une résistance laïque, voire marxiste, et qui s'est transformée en résistance islamiste avec l'aide et la bénédiction de Netanyahou qui pense à ça depuis la fin des années 70. Ça, j'en parle longuement dans le livre de comment ils ont favorisé l'expansion du Hamas et la prise de pouvoir du Hamas pour pouvoir montrer la résistance palestinienne sous un visage effrayant pour le reste du monde à une époque où on est tous traumatisés par le 11 septembre, le Bataclan, etc. Et c'est de penser ça, c'est une stratégie. Voilà. En fait, ce que vous me demandez, c'est fait dans le livre assez brièvement, je pense, au début. Après, on rentre dans l'histoire, mais dans le chapitre mois d'octobre, voilà. Mais ça ne fait pas 4000 signes, c'est un peu plus. Voilà. Peut-être les questions en ligne. Oui. Ouais. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce qu'il y a un sondage sur la position de la société française sur la situation en Palestine?
J'ai pas vu, moi j'ai vu des sondages commandés par le CRIF, donc j'ai pas tendance à leur faire confiance. Comment vous dire? Avec des questions bizarres, mais je sais pas. Mais ça serait intéressant. Pas vu Là, non je plus. sèche. J'ai pas vu. Non, je sais pas. Ça doit exister, hein, sûrement, mais j'ai pas vu. Moi, le peu de sondages que j'ai vu, c'était vraiment commandé par le CRIF, donc j'ai survolé, mais c'était pas très intéressant. On a les sondages de la société israélienne qui est intéressant. Ah oui, oui. Ça, par contre. Et sur lequel vous revenez, et j'ai été le retrouver. Innovant. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus des remarques, mais la plupart des journalistes craignent les reproches de leur rédaction qui craignent donc la perte de publicité, les conditions de survie de leur organe de presse, les agences de publicité ayant été conquises depuis longtemps. Donc la personne elle prend l'exemple de Max Noro qui a dit dans les années 1930, nous tenons la presse mondiale, plus rien ne peut nous arriver. Je sais pas, je connais pas les détails dont il parle, mais je comprends la réflexion. Merci. Bonjour, Bernard Jumeau, citoyen français lambda. J'ai une question sur les facteurs d'occultation que vous avez décrits plus tôt dans votre exposé, les facteurs d'occultation de ce qu'est la réalité palestinienne à Gaza. Vous n'avez pas évoqué le fait d'une certaine façon, de réduire les Palestiniens de Gaza au Hamas et se réduire ce Hamas à l'islamisme. Ouais. Et aujourd'hui, l'islamisme, évidemment, n'a pas bonne presse en Europe occidentale et notamment en France. Donc, moi j'y vois un facteur d'occultation majeur qui a été employé récemment en faisant l'identification, la réduction des Palestiniens de Gaza à l'islamisme parce que dirigé par le Hamas. Ah oui, ça me paraît être un facteur aujourd'hui majeur. Vous avez raison. Bah, c'est un peu ce que j'étais en train de dire juste avant. C'est un peu ça. Je parle de ça longuement dans le livre, c'est-à-dire présenter la résistance palestinienne et le peuple palestinien comme un ensemble d'islamistes effrayants. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent, là, quand Macron a évoqué l'idée de reconnaître l'État palestinien, ils disent non, c'est pas le moment parce qu'aujourd'hui, si vous créez un État palestinien, ce sera un État islamiste. C'est jouer sur les peurs bon, qui ont une forme de réalité par rapport aux attentats traumatisants que l'Occident a subis, qui ont une cause par rapport à la géopolitique. Mais voilà, on est tous traumatisés par le Bataclan, etc., par cette figure de l'islamisme. Moi, venant d'Algérie, vous imaginez bien que cette figure aussi, elle fait partie de un peu mes traumatismes et des choses qui me... Voilà, et ils savent ça. Et oui, ça fait partie d'un... En fait, c'est toujours encore la pensée coloniale, ou la pensée coloniale, là, en l'occurrence, c'est-à-dire de présenter l'ennemi, et en l'occurrence, c'est le peuple autochtone qui est l'ennemi, comme une masse indifférenciée, exactement, indifférenciée, barbare, sauvage. C'est la stratégie des colons depuis le départ. Et oui, et je voudrais citer une porte-parole de la Palestine à l'ONU à Genève, au Conseil des droits de l'homme, qui a dit, et je la cite dans le livre, Israël dit une chose qui devrait tous vous faire frémir, c'est qu'à Gaza, il y a 3 catégories de personnes, soit des membres du Hamas, des combattants du Hamas, donc on les tue, des sympathisants du Hamas, bon, on les tue, même s'ils ne sont pas combattants, c'est important, il n'y a plus de distinction combattants, non combattants. C'est-à-dire on tue tout le monde parce que, je sais pas, il travaillait, elle était secrétaire dans un bureau du Hamas ou du gouvernement, bah, elle est tuée, même si elle n'est pas combattante. Et la troisième, c'est des boucliers humains. Et le concept de bouclier humain, j'en parle longuement, qui fait partie de la stratégie de déshumanisation. C'est-à-dire que n'importe qui à Gaza rentre dans une de ces 3 catégories. Un médecin, un journaliste, un enfant, un bébé, une personne âgée, un prof. Bouclier humain, c'est la faute du Hamas. D'ailleurs, c'est la stratégie. Là, par exemple, je voyais un tweet monstrueux ce matin de Netanyahou qui reprend l'ambassadeur des États-Unis en Israël qui dit non, alors que là, c'est la famine, on entre dans la famine à Gaza, les gens mangent des tortues et des moineaux pour survivre, de la viande de tortue et des moineaux, et Netanyahou ce matin, il dit pas d'aide humanitaire qui va au Hamas. Voilà. Bon, l'épouvantail Hamas, comme d'habitude, mais c'est la stratégie de communication israélienne et états-unienne depuis longtemps, c'est-à-dire c'est habituel. Mais là, ouais, on arrive à un niveau de monstruosité parce que mettre 2,3 millions de personnes dans un camp de concentration, hein, Gaza est pour moi un camp de concentration, qu'ils ne peuvent pas sortir, ça c'est important. Parce qu'ils veulent les expulser, mais ils ne les laissent pas sortir. J'essaie de dire ça à chaque fois parce que c'est quand même important. Toutes les issues sont fermées, ça veut dire que les Palestiniens qui voudraient partir ne peuvent pas partir, il faut le rappeler ça. Donc c'est un camp de concentration où on affame les gens, où on les oblige à boire de l'eau polluée,
où les gens sont malades de ça, où les hôpitaux ont été détruits, tout a été détruit, c'est un champ de ruines et on les bombarde du matin au soir. Voilà. J'ajoute sur ce point-là que c'est l'argument avancé par les Israéliens sur toutes les guerres qui ont été menées à Gaza, mais pas seulement sur la destruction de l'infrastructure du Hamas ou plus largement la destruction de l'infrastructure terroriste. C'est un argument qui a été avancé à chaque début de guerre, qui n'a jamais évidemment fonctionné. Et c'est le même argument que vous retrouvez en 82 lorsque Israël, en envahissant le Liban, cherche à détruire l'infrastructure terroriste de l'OLP, qui elle-même n'a jamais été détruite. Et donc, c'est quelque chose qui est relayé massivement, même si on sait qui a été relayé massivement au tout début octobre, alors même 2023, alors même que tous ceux qui travaillent sur la Palestine savaient que c'est un argument récurrent qui ne fonctionne pas et dont on sait que c'est purement pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Et bizarrement, qui a pris dans tous les médias. Et ça a duré 1 mois ou 2 avant que certains interrogent la pertinence de cette stratégie, qui n'en est pas une par ailleurs. Donc, je crois que bon, voilà, tout ça pour dire que c'est des arguments classiques, dont on sait qu'ils ne mènent pas, en tout cas sûrement pas à la destruction pour reprendre les termes israéliens, de l'infrastructure terroriste. Et qui participent à nous faire entrer les deux pieds joints dans l'ère de la post-vérité, du post-droit, voilà, il y a plus la vérité n'a pas d'importance en fait. Dire que c'est Israël qui massacre et affame la population, c'est une opinion comme les autres, alors que c'est la vérité. Parce que eux disent non, c'est à cause du Hamas. On donne pas à manger parce que c'est à cause du Hamas. Mais c'est toi qui donnes pas à manger. Ils arrivent à vous faire oublier. C'est toi qui laisses pas rentrer la nourriture plutôt parce qu'on leur demande pas de nourrir les Palestiniens, on leur demande d'ouvrir Gaza, c'est tout. Et post-droit, voilà, le droit international, il est piétiné, sacrifié par les puissances qui prétendent le défendre, y compris la France en premier chef. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, il y a une personne qui dit: «Les médias occidentaux se comportent comme Radio des Mille Collines au Rwanda. Ils sont complices du génocide en déshumanisant les Palestiniens, les Arabes et les musulmans, d'où une multiplication des actes de violence en Occident contre les Palestiniens, Arabes, musulmans. Est-ce que des poursuites juridiques peuvent être engagées contre les médias?» Bah, j'espère. J'ai envie de répondre: «J'espère qu'ils payeront» parce que vu la complicité, et les choses horribles que les médias ont laissé dire sur leur plateau, les invités, vraiment, porteurs de messages vraiment, ignobles ont laissé dire. J'espère qu'ils seront jugés, oui. J'espère qu'ils seront jugés, les médias. Après, je ne sais pas la possibilité de poursuivre. Possible, il me semble. Je pense que J'ai vu plusieurs déclarations de juristes qui disent que voilà, c'est ça, possible. c'est une question qu'il faut demander aux juristes, mais Après, moi, pour, j'espère qu'ils rendront des comptes sur cette couverture et qu'il y aura une remise en question profonde qui sera faite sur l'impensé colonial et sur l'escorte du génocide, comme on dit Alain Grèche et Sarah Grira, qui ont écrit un article qui s'appelle «L'escorte médiatique du génocide». Ils l'ont escorté, ils l'ont couvert, mais au sens pas de couvrir journalistiquement, couvert, protégé, encouragé, facilité, facilitateur de génocide. Ça a été ça, les médias. Tu dis facilitateur. Ouais, Mmh, ouais, je ouais. précise. Une autre question, on peut soit en ligne, soit dans la salle. Dans la salle. Oui, de nouveau, monsieur, oui. J'ai encore une question pour vous, madame. Est-ce que vous vous êtes rendu quelquefois sur place dans les années précédentes ou plus récemment? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'être sur place Non, jamais. dans le Moyen-Orient? Je suis jamais allée en Palestine. Ah oui, j'aimerais beaucoup y aller et oui, je suis jamais allée en Palestine. D'abord parce que jusqu'à 2016, je n'avais que la nationalité algérienne et donc en tant qu'algérienne, on peut pas aller là-bas et ensuite, bah, j'y suis pas allée, non. Je n'ai pas travaillé sur, le sujet de la Palestine jusqu'au 7 octobre, pas beaucoup. Si, j'ai couvert la marche du retour et tout à distance, mais je suis pas allée sur place, non. Je suis jamais allée sur place, ni en Palestine, ni nulle part au Moyen-Orient. Je suis jamais allée là-bas. Moi, je ne connais pas cette région, plus que ça, en termes de terrain. C'est un manque, clair, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une analyse sur la situation. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai des journalistes qui, si vous dites ça, déjà: «Tu es jamais allé, mais comment tu peux faire un livre? Comment tu peux écrire?» Bah si, en fait, tu peux, comme tu peux écrire un livre,
sur la Shoah alors que tu n'étais pas là. Tu peux écrire sur plein de sujets. Il n'y aurait pas de gens qui écriraient sur sur des sujets sur lesquels, voilà. On peut, mais oui, l'expérience du terrain. Après, j'ai énormément lu de reportages de confrères où il y a eu des témoignages directs. Et j'ai plein de gens je connais plein de gens qui viennent de là-bas, de Palestine ou d'Israël, voilà, musulmans ou juifs, qui racontent des choses. Je veux dire, donc je, je, je suis. Mais oui, l'expérience en tout cas de terrain, je prétends pas faire du reportage. C'est Bien pas sûr. du reportage, c'est de l'analyse. Bien sûr. J'ai pour dire qu'avec Iremo, j'ai eu la chance d'être en Palestine un an avant, au temps Ouais. des élections, et c'était pas seulement moi. Moi, je croyais tout savoir à propos des conditions dans les territoires. Je ne pouvais pas accéder à Gaza. Et moi, je me disais, et tout le monde presque s'est dit, il va y avoir une intifada. Ouais. Ça, demain, après-demain, les conditions étaient abominables. Un an avant Bah oui. cette automne. Peut-être une dernière question avant que. C'est l'heure de. Oui, exactement, c'est ça, c'est 14 heures. Ouais. Une dernière question, peut-être, ou en ligne? Il ne reste plus de questions? Un petit exemple à propos de bouclier humain. En fait, il y a un exemple qui rentre toujours dans ma tête, et c'est l'assaut à Beslan, des théâtres de Beslan dans les années 90, quand les corps d'élite russes avaient justement pris d'assaut les théâtres, où il y avait beaucoup de civils à l'intérieur. Et en fait, l'assaut, en fait, il s'est conclu par la mort de presque tous les otages, et sinon, beaucoup ont été hospitalisés. Et c'est justement, ce serait intéressant de voir la différence de traitement médiatique par rapport à cet exemple et en fait au fait que la même action peut être utilisée à Gaza et voir justement comme les deux exemples peuvent susciter des réactions différentes. Ouais. Parce que moi, à l'époque, justement, l'assaut des Bézins m'avait horrifié. Comme ils peuvent se permettre de tuer tous les otages juste pour tuer tous les terroristes. Alors qu'en fait, aujourd'hui, se produit exactement la même chose avec le même discours qui avait été fait par Poutine. Donc, Netanyahu a mis en place les mêmes actions que Poutine avait mis en place à l'époque. Ouais. C'est un peu un parallélisme qui est toujours retient mon attention. La fabrique du consentement. Il y a des gens qu'on définit aussi comme gentils, donc les dirigeants israéliens, et donc voilà, on va traiter ce qu'ils font d'une certaine manière, et d'autres qu'on définit comme méchants, comme Poutine, et là, on présente les choses telles qu'elles sont. Oui, je vais en donner un exemple. La semaine dernière, mais là, il faudrait répondre un peu avec les pinces. Je crois que ça mérite de faire une petite recherche spécifique. Donc, j'avais interrogé justement les médias, l'intelligence artificielle sur les pourcentages des traitements pro-israéliens, pro-palestiniens des médias. Ah oui. Et en fait, il me disait que la plupart des médias ont un traitement pro-palestinien. Et les médias les plus pro-palestiniens sont LCI, BFM. Et donc, j'avais justement. Ok, non? J'ai posé la question, mais d'où sortaient ces résultats? Parce qu'en fait, Ouais. c'est un peu invraisemblable. Et donc, à fur et à mesure de confronter les résultats, Ouais. le résultat qui m'est donné, en fait, la réponse finale était inversée. Ah, En fait, ils disent non, effectivement, c'est plutôt pro-israélien. Mais là, il faudrait peut-être poser les questions de manière un peu plus précise, comme je l'ai fait. L'intelligence artificielle en cours de rodage, non? Elle était encore en train de. Ouais. Tu voulais poser une question? Non. Du coup, on conclut peut-être sur ces deux exemples d'intelligence artificielle et de Beslan. Je n'ai pas dit et je me rends compte, et j'aimerais quand même le faire, sur la situation à Gaza, plus de 50 000 morts, une situation catastrophique. Un communiqué conjoint d'Oxfam, MSF et NRC qui alerte sur l'effondrement total de l'aide humanitaire. La situation est presque aussi grave, enfin différente, mais aussi grave en Cisjordanie, avec une violence débridée aussi qui s'exerce contre les populations civiles, et en particulier dans le nord de la Cisjordanie, Naplouse, Jenin, Tulkarem. Et puis cette déclaration faite la semaine dernière du ministre de la Défense israélien Smotrich: le moment est venu d'ouvrir les portes de l'enfer sur le Hamas, d'intensifier les combats jusqu'à la conquête totale de la bande de Gaza, la destruction du Hamas et la mise en œuvre du plan du président Trump pour l'émigration volontaire des Gazaouis vers d'autres pays.
Voilà, pour la situation. Alors, il y a sûrement d'autres déclarations depuis. Merci beaucoup, Merci, Myriam ça montre Larivie. le temps.